Au Japon, un grand nombre de séries animées et de films d'animation adaptent des mangas, autrement dit, le manga vient souvent en premier, c'est l'œuvre d'origine. Cela semble logique d'un point de vue économique. Les mangas sont moins chers et plus rapides à produire que les animés, de sorte que les studios d'animation peuvent attendre de voir si un manga est populaire avant de lancer la production d'une adaptation. Pourtant, si cet ordre manga d'abord, animé ensuite peut sembler logique, en réalité, de nombreuses caractéristiques narratives utilisées dans les mangas sont héritées du cinéma. Bien que les mangas et les animés soient facilement perçus comme étroitement liés en termes de production et de consommation, la relation entre le manga et le cinéma est peut-être moins évidente. On pourrait alors tenter de repenser notre façon d'observer la narration dans le manga en se penchant notamment sur plusieurs questions. Comment une technique narrative est-elle passée du cinéma au manga? À quel moment les mangaka ont-ils commencé à emprunter des techniques cinématographiques et pourquoi? Pour comprendre comment des éléments de narration visuelle ont été importés dans les mangas depuis le cinéma, il faut d'abord faire un petit détour par les études cinématographiques. Dans le cinéma, l'une des caractéristiques clés de la narration est le montage, c'est-à-dire la juxtaposition de plans afin de créer du sens. Une vaste partie du cinéma grand public suit les règles du montage en continuité. Les plans sont réunis pour créer une narration transparente et fluide qui peut être facilement comprise par le spectateur. Bien sûr, la construction du récit visuel repose également sur un certain nombre d'autres éléments et il existe de nombreux films grand public qui brisent ou contournent les règles du montage en continuité. Les critiques de manga discutent souvent de la façon dont certaines techniques de montage et de cadrage du cinéma ont été empruntées par les mangas, notamment le gros plan. Le pillow shot, cependant, semble être absent de ces discussions. Cette technique cinématographique, que l'on pourrait peut-être qualifier, à défaut de traduire, d'instant suspendu, s'est d'abord immiscée dans le gekiga, puis s'est répandue dans les mangas. Mais avant de s'intéresser aux mangas, il faut d'abord comprendre comment cette technique fonctionne au cinéma. Le pillow shot est généralement associé au réalisateur Yasujiro Ozu, bien qu'il soit devenu une caractéristique régulière des films japonais de toutes sortes. De quoi parle-t-on alors? Il s'agit d'un moment où la caméra s'éloigne de l'action principale pour laisser place à une vue statique du paysage, comme des bâtiments, des arbres ou des objets dans une pièce. Il se distingue du plan d'ensemble parce qu'il n'intervient pas toujours au début d'une scène. Pour le dire plus simplement, ce plan ne fait pas vraiment partie intégrante de l'action. Par exemple, plutôt que de fixer le lieu de l'action, un pillow shot peut représenter des détails environnementaux d'ordre général, tels que des nuages, ou plusieurs scènes autour de la même ville. Le but du pillow shot est de créer une ambiance, plutôt que d'établir le lieu de l'action, ou de faire avancer l'intrigue. Il n'est pas non plus directement motivé par l'un des acteurs à l'écran, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une correspondance avec le regard d'un personnage. L'expression
L'expression « pillow shot » a été inventée par le critique de cinéma Noel Birch en référence au makura kotoba ou mot oreiller, une forme d'ornement dans la poésie japonaise ancienne. Dans la poésie, les makura kotoba sont des expressions figées qui modifient les noms de lieux ou de personnes. Ce procédé est l'une des caractéristiques les plus anciennes de la poésie japonaise, apparaissant dans le Man-yoshu, littéralement le recueil de 10 000 feuilles, qui est la première anthologie de poésie japonaise waka remontant à l'année 760. La signification de certaines de ces phrases fixes s'est perdue au fil du temps, mais elles sont généralement associées à une image visuelle ou auditive. Ainsi, le pillow shot n'est pas un ornement sans motivation ou sans signification. Ozu utilisait cette technique pour ajouter une profondeur symbolique à ses films. Certains de ses plans les plus célèbres sont des vues des quartiers de la banlieue de Tokyo, où se déroulent ces drames domestiques, y compris des plans de train, de linge étendu sur une corde ou encore de champs vides. Autant d'éléments qui soulignent la terne existence des gens vivant à proximité de ces endroits. Les spectateurs japonais, habitués à ces effets, ne les voient donc pas nécessairement comme une perturbation, étant donné que le pillow shot intègre toujours des éléments du décor entourant immédiatement les personnages. L'effet est celui d'une autre couche de signification symbolique et non d'un élément chaotique. Les pillow shots apparaissent régulièrement dans les films de tout genre au Japon, y compris les animés, dans les jidaigeki, les drames historiques, ainsi que dans les shambara, les films d'action avec combat à l'épée. Le pillow shot apparaît souvent dans des moments de grande tension émotionnelle. Il peut sembler contre-intuitif pour un public occidental de ne pas afficher le visage du protagoniste au moment où la scène atteint son paroxysme, mais le pillow shot sert ici à souligner l'émotion du moment. Bien que le pillow shot existe également dans les mangas, il n'a pas été nommé ainsi. Une discussion similaire est le fait du dessinateur américain Scott McCloud qui, dans Understanding Comics, parle de la transition entre les plans. Il identifie 6 types de transitions. Il y a la transition de mouvement à mouvement, qui montre les mouvements de base qui se produisent. Il y a la transition d'action à action, qui montre un seul sujet progressant dans un mouvement spécifique. Il y a la transition de sujet à sujet, qui reste dans le cadre d'une scène ou d'une idée spécifique, et qui demande une plus grande implication du lecteur. Il y a la transition de scène à scène qui se déroule sur des distances importantes dans le temps et dans l'espace. Il y a la transition d'aspect à aspect qui montre différents aspects se produisant simultanément dans une même scène. Et enfin, il y a la transition non sequitur qui ne fournit aucun lien logique entre les plans. Ces transitions sont différentes façons de montrer la progression de l'action, à l'exception des deux dernières. McCloud définit la transition d'aspect à aspect comme un regard errant sur différents aspects d'un lieu, d'une ambiance ou d'une idée. Ces plans renforcent une émotion, comme le fait donc un pillow shot au cinéma. Le chaînon manquant dans toutes ces études est l'influence du cinéma sur le manga. Plus précisément, les techniques de montage communes au cinéma qui ont été empruntées par les mangaka. Lorsque les spécialistes discutent du style cinématographique dans les mangas, l'artiste le plus fréquemment cité est Osamu Tezuka. Ce dernier est bien sûr une figure dominante de l'histoire du manga et il a apporté de nombreuses innovations importantes dans le développement de techniques narratives. Cependant, il est important d'examiner exactement quels aspects de son œuvre ont été qualifiés de cinématographiques ou plus précisément,
quels éléments du cinéma il a emprunté. Tezuka était fasciné par le cinéma, mais les scènes dynamiques de ses premières œuvres sont très différentes de la façon dont une caméra de cinéma enregistre le mouvement. La plus grande influence du cinéma pour Tezuka n'a cependant pas grand-chose à voir avec la narration visuelle et a tout à voir avec l'industrie cinématographique. En effet, Tezuka a créé son propre système de studios imaginaires et il y a intégré tous ses personnages de fiction. Dès ses premières œuvres et tout au long de sa carrière, il a utilisé les mêmes personnages de base, les faisant jouer différents rôles comme s'ils étaient des acteurs réels. Le pillow shot ou la transition d'aspect à aspect n'apparaissent pas du tout dans les premières œuvres de Tezuka. Il n'a commencé à l'utiliser que plus tard, dans ses œuvres de maturité de la fin des années 60 et au début des années 70, comme La vie de Bouddha, en réaction directe aux défis que lui posait la popularité du Gekiga. Des études japonaises récentes ont contesté le mythe de Tezuka comme figure centrale de l'histoire du manga et ont élargi le concept de narration cinématographique. Par exemple, le chercheur Takayuki Yokota Murakami soutient que ce n'est que lorsque des artistes comme Shotaro Ishinomori ont incorporé l'œil de la caméra, ou un point de vue cinématographique, que le manga s'est développé en tant que médium plus expressif. Bien qu'il soit impossible de dire qui, parmi les nombreux mangaka expérimentant de nouveaux styles visuels, a été le premier à emprunter le pillow shot au cinéma, ce n'est probablement pas Tezuka. La transition d'aspect à aspect semble être apparue pour la première fois dans les années 50 dans le Gekiga, qui empruntait des techniques de narration visuelle au cinéma pour créer un nouveau type d'histoire sérieuse pour adultes. Bien que les mangas étaient populaires auprès des enfants, ce n'est qu'à la fin des années 50 et au début des années 60 que les artistes ont commencé à créer des histoires plus sophistiquées pour un public plus âgé. À cette époque, comme la plupart des gens n'avaient pas les moyens d'acheter des livres ou des magazines, les mangas étaient principalement distribués sous forme de livres de location. Dans les années 50 également, le kamishibai, littéralement le théâtre de papier, une forme de récit oral utilisant des panneaux d'images peintes, constituait une part importante des divertissements pour enfants et de nombreux auteurs ont produit à la fois des mangas et des kamishibai. C'est quelque chose qu'on peut voir notamment dans l'œuvre Gekiga Fanatics. Le Gekiga a été développé par un groupe vaguement organisé d'artistes post-adolescents qui cherchaient à publier des histoires sérieuses racontées dans un style visuel dramatique emprunté au film noir. Deux de ces artistes ont publié des biographies, Yoshihiro Tatsumi avec Une vie dans les marges et Masahiko Matsumoto avec Gekiga Fanatics. Un thème commun aux deux livres est l'importance du cinéma dans le processus créatif de ces auteurs. Par exemple, dans Gekiga Fanatics, on peut voir le trio d'auteurs aller voir le film Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. À la sortie du cinéma, Takao Saito s'exprime alors: voilà à quoi doit ressembler le manga de demain. Il faut qu'on s'inspire des techniques du cinéma pour donner plus de force à nos dessins. Plus tard, Tatsumi et Matsumoto admettront tous deux avoir été de fervents cinéphiles dans les années 50 et Matsumoto mentionnera avoir été un fan des films d'Ozu en particulier. Matsumoto attribue leur appropriation des techniques cinématographiques à l'attitude éditoriale de leur premier éditeur, Inomaru Bunko. Quant à Tatsumi, il apprend les techniques de narration visuelle en lisant Scénario, un magazine destiné aux aspirants scénaristes. Dans ses efforts pour trouver le nom Gekiga, Tatsumi envisage les possibilités Katsudoga et Katsuga, dérivés de l'expression Katsudo Eiga, littéralement image en mouvement, un terme ancien pour le cinéma, indiquant à quel point ce nouveau genre est lié au cinéma. Il voulait évoquer l'image des films sur papier. En 1959, Tatsumi a formé l'atelier Gekiga avec entre autres Takao Saito et Soichi Sakurai. Pour promouvoir le groupe, il a rédigé un manifeste qu'il a envoyé aux éditeurs et aux artistes.
Ce manifeste disait notamment ceci. Le manga scénarisé a été poussé par l'influence exercée par le développement très rapide d'autres médias comme le cinéma, la télévision et la radio. Les mangas et les gekiga diffèrent par leur méthodologie, mais peut-être surtout par leur lectorat. La demande de mangas écrits pour les adolescents, c'est-à-dire les lecteurs entre l'enfance et l'âge adulte, n'a jamais été satisfaite car il n'y a jamais eu de forum pour de telles œuvres. Ce segment de lecteurs, jusqu'alors négligé, est la cible visée par le gekiga. C'est d'ailleurs le marché du livre de location qui a contribué de manière significative au développement du gekiga. Comme l'explique Tatsumi, les deux principales composantes du gekiga étaient une démographie adolescente et un style visuel complexe influencé par d'autres médias, notamment le cinéma. La protestation sociale est le troisième élément du gekiga qui a finalement propulsé le nouveau genre au premier plan chez les jeunes dans les années 60. En effet, tout au long des années 60, le gekiga était étroitement lié au mouvement de protestation des étudiants. De nombreux gekiga avaient un contenu explicitement politique. Comme le gekiga s'adressait aux adolescents et aux adultes, beaucoup d'histoires étaient assez violentes, voire sexuelles. Dans une interview, Tatsumi a exprimé sa frustration quant à l'association du gekiga avec le sexe et la violence et a affirmé qu'il était plus intéressé par la représentation de la vie quotidienne. Il a également réfléchi à la signification sous-jacente du mot gekiga, soulignant que le premier caractère, geki, peut également signifier théâtre. C'est théâtral, il s'agit de mettre en place des scènes et de passer structurellement d'une image à l'autre pour qu'il y ait une relation entre la toute première et la toute dernière image. C'est comme un scénario. J'ai été influencé par le cinéma. C'est une chose que je suis sûr de bien faire, rythmer les histoires. Le terme gekiga est aujourd'hui utilisé de manière assez large pour décrire les œuvres qui sont violentes ou choquantes, et le terme manga n'implique plus des bandes dessinées écrites uniquement pour les enfants. Cependant, à son apogée dans les années 60, le gekiga était un élément clé du développement du manga en tant que média, non seulement en raison de la volonté de toucher des lecteurs plus âgés, mais aussi parce que les artistes utilisaient des techniques cinématographiques pour créer un style visuel plus sophistiqué. Dès le début, l'influence du cinéma a été un élément clé du gekiga. La transition d'aspect à aspect est l'une des techniques cinématographiques développées par les artistes du gekiga à la fin des années 50 et au début des années 60. Cette technique apparaît dans les magazines Kage et Machi, où le gekiga s'est développé à cette époque. Ces deux titres présentaient des histoires courtes, principalement policières, écrites par des membres de l'atelier gekiga. Bien qu'il soit impossible de déterminer qui a utilisé cette technique en premier, la transition d'aspect à aspect apparaît fréquemment dès le milieu des années 50. Un des premiers récits de Tatsumi, Kuroi Fubuki, datant de 1956, comporte plusieurs exemples de transition d'aspect à aspect dans des cases qui ne montrent que de la neige afin de renforcer l'ambiance. Une autre histoire de Tatsumi, datant elle de 1970 et intitulée « La montagne où abandonner ses ancêtres », montre comment la transition d'aspect à aspect contribue à l'ambiance et au rythme de l'histoire dans son ensemble. Cette histoire illustre le problème moderne de la prise en charge des parents âgés en renvoyant au mythe de Ubasute, l'abandon d'une vieille femme. Cette pratique légendaire est celle du sénicide au Japon, dans laquelle un parent infirme ou âgé est transporté à la montagne ou tout autre endroit éloigné et désolé et y est laissé pour mort. Dans cette histoire de Tatsumi, un jeune homme tente d'installer sa mère alitée dans un appartement séparé du sien pour cacher à sa petite amie la misère de son existence. Mais au moment où il regrette d'avoir abandonné sa mère, il découvre à son retour qu'elle est morte. La transition d'aspect à aspect apparaît fréquemment dans les planches, montrant des vues du quartier qui ne sont pas motivées par la progression de l'intrigue. Par exemple,
Lorsque le jeune homme se rend au travail, il y a une page entière montrant la foule dans le train et dans la rue. Dans certaines cases, le personnage n'est qu'un petit visage dans la foule et il remarque un panneau indiquant des maisons de vacances de luxe, ce qui lui donne sans doute l'idée de faire déménager sa mère. Mais les cases qui précèdent et suivent ne montrent pas du tout le personnage, seulement des hordes de banlieusards dans la gare et dans la rue, une foule sans visage qui souligne l'aliénation de la vie citadine. Dans les pages suivantes, le personnage va travailler comme éboueur, une activité qui souligne également le thème général de l'histoire, puisque ses collègues se plaignent que les gens sont prompts à jeter tout ce qui est vieux. Plus tard, plusieurs cases montrent le personnage et ses collègues quittant la décharge. Cependant, en parallèle de l'action, se trouve une grande case qui offre une vue spectaculaire de cette décharge. Cette case ne fait pas avancer l'intrigue et elle n'est pas motivée par une action des personnages. Elle montre un aspect du paysage qui souligne l'indignation et le regret face à la mentalité jetable de la société moderne. Ces moments apportent une spécificité et des détails à l'histoire, tout en rompant avec ce qui pourrait devenir monotone dans cette histoire sans grande action. La transition d'aspect à aspect est bien adaptée aux histoires policières comme celles publiées dans Machi et Kage, mais ses possibilités expressives sont illimitées et elle s'est rapidement invitée dans d'autres genres. À la fin des années 60, ce type de transition est devenu une caractéristique standard non seulement du Gekiga, mais aussi de toute histoire qui favorisait l'humeur et l'émotion. Plus que des symboles visuels passifs, les plans d'aspect à aspect peuvent renforcer une émotion, un thème, une idée ou encore affecter profondément le rythme en ralentissant l'histoire. Cependant, l'adoption par le manga du pillow shot issu du cinéma a également de plus grandes implications. Si l'on considère l'histoire du manga en général, on constate que sa nature est intrinsèquement cinématographique. Bien qu'il existe des exemples antérieurs d'utilisation conjointe du texte et de l'image pour raconter une histoire au Japon, comme les emaki, ces rouleaux d'images, il y a clairement quelque chose de différent dans la division de la page en cases et dans le rythme de la narration sur plusieurs planches, comme c'est le cas dans les bandes dessinées. S'il est vrai que les techniques d'impression modernes ont permis la publication de bandes dessinées dans des journaux et des magazines, c'est la technologie du film qui a fondamentalement changé notre façon de concevoir la narration visuelle et qui a profondément impacté la bande dessinée moderne. En d'autres termes, la nouvelle technologie du cinéma a créé la capacité de donner du sens à des images qui n'avaient pas nécessairement de rapport évident entre elles. Donner un sens au code de la narration visuelle est directement lié à la prévalence de la cinématographie dans le monde moderne. Même si les matériaux nécessaires à la création d'une bande dessinée sont extrêmement rudimentaires, c'est-à-dire de l'encre sur du papier, le code visuel de la bande dessinée présuppose une connaissance des conventions visuelles du cinéma. On peut donc penser que les mangas tels qu'on les connaît et qu'on les lit aujourd'hui n'existeraient pas sans les conventions établies du montage cinématographique. Et enfin, puisque j'évoquais les animés et les films d'animation en introduction, je ne pouvais pas mettre un terme à cette vidéo et à ce sujet sans en dire un mot. Mais comme les images valent mieux qu'un long discours, j'ai décidé de laisser justement les images parler d'elles-mêmes et il ne devrait ainsi pas être difficile pour vous de constater le rôle, l'impact et l'importance que ces fameux pillow shots peuvent avoir quand ils s'invitent dans les animés.